Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. Situation toujours très confuse en Guinée. Les militaires à l'origine de la tentative de coup d'État ont annoncé avoir capturé le président Alpha Condé et dissous les institutions. Le ministère de la Défense, de son côté, continue de démentir et affirme que l'attaque des forces spéciales a été repoussée. En Éthiopie, l'inflation alimentaire en forte hausse, désormais à 32%. Le gouvernement a annoncé la suppression des taxes sur les biens de consommation de base, une mesure prise au détriment de la croissance économique. Et puis, échec de l'essai du vaccin anti-VIH-Sida de l'américain Johnson & Johnson. L'essai nommé Imbokodo, démarré en 2017, a été mené dans 5 pays d'Afrique subsaharienne. Mais d'abord, tentative de coup d'État en Guinée. Ce dimanche, des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti dans le quartier où siège la présidence. Tirs attribués aux soldats membres du groupement des forces spéciales, unité menée par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Une attaque repoussée selon le ministère de la Défense. Mais les militaires annonçaient quelques heures plus tard avoir capturé le président Alpha Condé, vidéo à l'appui. Les mutins qui ont également déclaré avoir dissous les institutions et la Constitution. Écoutez Mamadi Doumbouya, le chef des mutins. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémiques ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. Le président Alpha Condé, 83 ans, avait entamé un troisième mandat au mois de décembre 2020, une réélection contestée par ses opposants qui dénonçaient notamment des bourrages d'urnes. La société civile avait fustigé également une dérive autoritaire du régime. Écoutez d'ailleurs la réaction d'Ibrahim Sorel Keïta, porte-parole du collectif pour la transition en Guinée. Nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe actuellement en Guinée. Nous n'avons eu de cesse de dénoncer la malgouvernance et les dérives dictatoriales du régime d'Alpha Condé, coupable d'avoir pris en otage et violenté tout un peuple. À cet égard, nous partageons le constat du CNRD sur les dysfonctionnements des institutions, l'instrumentalisation de la justice, la pauvreté et la corruption endémiques, ainsi que la nécessité d'un sursaut de tous les Guinéens, qui doivent se lever comme un seul peuple pour un véritable changement. Nous espérons qu'une transition inclusive et pacifique, rassemblant toutes les forces vives, se mettra rapidement en place pour permettre à ce pays martyr de panser ses plaies et de repartir sur de bonnes bases fondatrices d'un véritable état de droit. Vous savez, après une histoire jalonnée de violence, de drames et d'injustice, la Guinée mérite de se réconcilier enfin avec elle-même et de retrouver les chemins de l'espérance. Et dans l'actualité également, en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a été remis en liberté conditionnelle ce dimanche, une remise en liberté pour raison médicale. Jacob Zuma est incarcéré depuis le 8 juillet dernier pour outrage à la justice. Il a été hospitalisé hors de la prison où il purge sa peine de 15 mois d'emprisonnement. En Afrique du Sud, le taux de chômage a atteint un nouveau record. Il est en hausse de 75% à la fin juin 2021 chez les populations noires du pays. Un niveau record qui met en lumière les inégalités qui persistent depuis la fin de l'apartheid. Samantha Sabero.
En Afrique du Sud, le taux de chômage a atteint depuis fin juin 2021 un nouveau niveau record. Les récentes données publiées par l'Institution nationale en charge des statistiques du pays révèlent que le nombre de Noirs en âge de travailler et qui sont au chômage a atteint 7 millions de personnes. Quant aux personnes non économiquement actives, il s'élève à 20,88 millions de personnes, soit un taux d'inactivité de 65% pour les populations noires ayant entre 15 et 65 ans. Actuellement, il faut rappeler que seuls 10% des Sud-Africains sont vaccinés et que les autorités ont fait le choix de ne pas rendre obligatoire cette vaccination et elles en subit de plein fouet les répercussions sur le plan économique. L'Afrique du Sud, c'est le pays qui a vraiment utilisé le confinement de manière très stricte, ce qui a engendré un creusement croissant de sa dette puisqu'elle est à hauteur de 80% du PIB. Par ailleurs, elle a un chômage qui est évalué à plus de 30%, ce qui fait aujourd'hui plus de 7 millions de sa population se retrouvant en situation de chômage, sans évoquer le nombre de Sud-Africains qui n'ont ni activité et qui ne sont pas non plus recensés, ce qui fait encore gonfler davantage les chiffres. Et il faut aussi ne pas épargner le fait que la population noire en Afrique du Sud continue de subir de plein fouet le chômage. C'est l'un des chiffres les plus hauts depuis 2008. Malgré cette hausse, il reste néanmoins à un niveau contenu à 8,6%. Les destructions d'emplois ont surtout été enregistrées dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, où les jeunes de 15 à 34 ans sont particulièrement touchés. Aussi, les effets néfastes de la pandémie du Covid-19 qui continue d'affecter ce pays présentent également l'une des sources de ce déséquilibre en raison des ralentissements qu'elle a imposés au sein de l'économie sud-africaine. Toute cette situation rend complexe la relance économique pour les autorités. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, il faut absolument rendre obligatoire la vaccination afin de voir une issue à la crise à laquelle est enlisée l'Afrique du Sud. Il faudra s'ajouter à cela un État qui puisse trouver des financements pour pouvoir sécuriser ces travailleurs, pour pouvoir permettre un environnement qui va venir pallier aux carences que doivent subir les acteurs du secteur privé. Et avec tout cet attelage, on pourra voir une issue à cette crise économique et sanitaire. Rappelons que l'économie la plus industrialisée du continent était déjà en récession avant que l'épidémie du Covid-19 ne se répande en mars 2020. Le taux de chômage en Afrique du Sud dépasse les 20% depuis au moins 2 décennies. Face à une situation économique préoccupante marquée par une forte hausse du taux d'inflation à 32%, l'Éthiopie prend des mesures drastiques avec la suppression des taxes sur les produits de base. L'économie du pays est fragilisée par la pandémie de Covid-19 et le conflit au Tigré. Le gouvernement espère un rebond économique dès 2022. Nathalie Mo. En Éthiopie, l'inflation alimentaire a atteint 32%, son taux le plus élevé enregistré en une décennie. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de lever la taxe sur la valeur ajoutée des produits de consommation, notamment l'huile, le sucre, le riz et le blé. Une mesure censée augmenter les importations dans le pays, même au détriment de la croissance économique, a insisté le ministre des Finances, Eyob Tekaling. Nous pourrions perdre des revenus à cause des exonérations, mais cela contribuerait à réduire la hausse du coût de la vie. C'est le défi le plus critique, donc même au détriment de la croissance économique, cela en vaut la peine. Le gouvernement éthiopien pense que l'ouverture du marché local aux importations de produits de base et aux matières premières s'aligne avec ses ambitions économiques. Les droits et taxes ont été supprimés sur plus de 500 intrants et équipements agricoles pour inciter le secteur privé à investir dans l'importation des technologies agricoles innovantes. All available tools at disposal to ensure price and economic stability. Nous sommes prêts à utiliser tous les outils à notre disposition pour assurer la stabilité des prix et de l'économie. L'approvisionnement est un souci majeur pour notre économie actuellement et le ministère de l'Agriculture a abandonné ses prévisions à long terme sur 10 ans. Désormais, il se consacre à un programme de développement annuel susceptible de faire infléchir le taux d'inflation. If you look at the inflationary basket, you would see that about 10-11
L'économie éthiopienne est fragilisée par la pandémie de Covid-19 et le conflit au Tigré. Cependant, le gouvernement espère un rebond économique dès 2022. Une reprise qui sera portée par l'amélioration significative de la productivité, le rebond du tourisme, l'accélération des exportations. Sur le plan politique, l'Éthiopie entend organiser des élections libres et conclure la phase 2 du remplissage du barrage de la Renaissance. Faute de résultats concluants, l'essai clinique d'un vaccin contre le VIH-Sida a été stoppé. L'essai mené par le laboratoire américain Johnson & Johnson dans 5 pays d'Afrique subsaharienne constitue un espoir de lutter contre la maladie qui affecte 3 millions de personnes dans le monde. Robert Tobogbe. En 2017, démarre l'essai Imbokodo, mené par les laboratoires américains Johnson & Johnson, un projet qui charriait l'espoir de voir enfin sortir un vaccin contre le VIH-Sida. Seulement, l'humanité devra encore attendre. Au bout de 2 ans, après la première injection, 51 des 1079 participantes ayant reçu le vaccin avaient contracté le virus. L'essai, qui incluait environ 2600 jeunes femmes d'entre 18 et 35 ans issues de pays d'Afrique, s'est avéré efficace à 25% seulement. C'est l'échec d'un projet qui était très attendu. Si nous sommes déçus que le vaccin candidat n'ait pas fourni un niveau suffisant de protection contre l'infection au VIH, cette étude nous donne des résultats scientifiques importants pour la poursuite de la quête d'un vaccin contre le VIH. L'essai Imbokodo ne continuera pas. Face à cet échec, les chercheurs américains veulent explorer d'autres pistes. Cela passe par une technologie différente que celle du vecteur viral de Johnson & Johnson, la même que celle employée pour son vaccin contre le Covid-19. Selon un site du gouvernement américain, Moderna doit commencer ce mois de septembre 2021 en utilisant la nouvelle technologie de l'ARN messager, les essais de 2 vaccins contre le VIH, un virus bien particulier. Le virus est extrêmement complexe. C'est pratiquement tous les systèmes, notamment le système immunitaire qui est attaqué par lui, au contraire de la coronavirus, ou bien c'est surtout le système respiratoire, etc. Mais c'est le système immunitaire. Et il y a ce qu'on appelle le fort taux de mutation, une diversité génétique, un fort taux de mutation qui empêche que le vaccin soit développé rapidement. Donc à l'inverse du Covid, le VIH a une capacité de mutation extraordinairement élevé. En 4 décennies de recherche sur le sida, aucun résultat n'a encore pu stopper l'avancée de cette maladie. À travers le monde, on compte 38 millions de personnes affectées. 103,4 millions de dollars, c'est le montant qu'a alloué la Banque mondiale au Ghana pour lutter contre la dégradation des terres. La Banque mondiale qui craint une destruction des ressources naturelles du pays suite aux nombreux dégâts que subit l'environnement dans le pays. Samantha Sabirou. Afin de pallier aux nombreux dégâts que subit l'environnement au Ghana, la Banque mondiale a approuvé un financement de 103,4 millions de dollars pour aider ce pays à lutter contre la dégradation de ses terres. Ce financement est composé d'un crédit de 75 millions de dollars de l'Association internationale de développement et de 28,4 millions de dollars de subventions provenant de Fonds pour l'environnement mondial. Les fonds seront également utilisés pour renforcer la gestion intégrée des ressources naturelles sur environ 3 millions d'hectares de paysages dégradés. Les fonds que la Banque mondiale a alloués à la République ghanéenne vont servir dans un premier temps à freiner la vitesse de dégradation des sols et à améliorer la gestion des eaux et des paysages. Et aussi à retarder donc l'impact que la dégradation des terres a sur le produit intérieur brut du Ghana. Cette allocation, du point de vue économique, social et environnemental, est assez louable. Maintenant, vous le savez, les fonds n'ont ciblé que 3 millions d'hectares de paysages. Ceci veut dire que le problème n'est pas entièrement pris en compte. À en croire la Banque mondiale, le projet se concentrera sur la planification de l'utilisation des terres pour une gestion intégrée du paysage et favorisera une exploitation minière durable. Il soutiendra également les activités de gestion durable des terres, des eaux et des forêts, dont les paysages cibles vulnérables au climat. Le problème ne sera donc pas entièrement réglé, mais si le projet est bien géré et si les objectifs fixés sont atteints, on réduira l'effet de la dégradation sur l'économie nationale. On essaiera aussi de redynamiser des secteurs
tel le secteur agricole, spécifiquement le secteur cacaoyer, qui est un poumon donc de l'économie ghanéenne. Le financement est donc venu à point nommé, encore faut-il que les acteurs en fassent bon usage pour atteindre les objectifs et améliorer les conditions de vie des populations. Ce projet, qui fait partie de l'initiative Forest Smart Mining de la Banque mondiale, permettra aussi de créer des paysages résilients qui optimisent les fonctions des écosystèmes pour des meilleurs moyens de subsistance et des rendements économiquement plus durables. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.